Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire LinkedIn Live, sur, concevoir des fresques et des ateliers ludiques. Je vais attendre un peu de vérifier que tout se lance bien. N'hésitez pas à me confirmer si on m'entend bien, si tout marche bien. Je vais vérifier en même temps. Voilà, donc je regarde ça. Peut-être, pendant que je fais ça, je vous passe la première question qui ça va laisser aussi autant à tout le monde de se connecter. Pour vous demander effectivement, est-ce que vous avez une meilleure expérience, vous, de, fresques, ateliers de sensibilisation, que vous avez vécu? Je vous laisse partager ça en commentaire là dans le chat et puis dites-moi si tout se passe bien aussi. OK, merci Didier pour le retour. Très bien. Eh ben, je vous laisse me dire, si vous avez un exemple de fresque, d'atelier auquel vous avez participé récemment, peut-être animé, mais je préférerais participer. Voilà, voilà. On va être ensemble pour une petite heure. N'hésitez pas à me dire aussi, ouais, s'il y a des petits ajustements, des questions. Pour votre information, il y a un petit décalage aussi, donc ça peut arriver que je mette un petit temps, voilà. Yes, merci, super pour vos retours. Et ben, j'attends un petit peu vos retours. Moi, peut-être, je vais réfléchir en même temps. Un des derniers ateliers auxquels j'ai participé, alors je me suis voilà, on a le puzzle climat. Yes, ah bah tiens, je vais prendre le même exemple. Effectivement, bah on aura l'occasion d'en parler, mais très sympa. Code climat, je connais pas. La fresque du stress, yes. J'ai hâte de pouvoir aussi tester, la vivre aussi. Moi, j'aime bien citer aussi la fresque de la diversité, qui je trouve a été une très bonne expérience la fois où je l'ai faite. Heu, voilà, fresque de premier secours en santé mentale. Je ne savais pas qu'il y avait une fresque de premier secours en santé mentale, mais le sujet est hyper important effectivement. Voyage de la transformation. Ouais, je vois que tout le monde, effectivement aujourd'hui, a eu l'occasion d'avoir, pas mal de tests et d'outils, type fresque. OK. Ah ouais. Alors, il y a plein de choses que vous me dites où j'ai envie de poser des questions, de savoir ce que c'est, et cetera. Je vois amnésie environnementale sur une journée, ça attise ma curiosité. Mais, on va pas rentrer dans le détail de chaque fresque parce que sinon on n'a pas fini. Bah, tout le monde a l'air d'arriver tranquillement, je vérifie ça aussi. Ouais, donc je vais en profiter pour me présenter aussi. Donc qui suis-je? Ben, peut-être, la plupart d'entre vous me connaissent, mais donc Michael, Burov, moi je travaille sur des sujets autour, bah, de la facilitation et du co-design, donc travailler en intelligence collective, faire travailler des groupes ensemble pour, trouver des idées, trouver des solutions, décider ensemble. Je vais aussi beaucoup travailler sur le design d'outils. J'ai mis ludique entre parenthèses, on en discutera. Souvent, le ludique ou le fait qu'il y ait de l'engagement, c'est important pour moi, mais la finalité est pas absolument que l'outil ressemble à un jeu dans la plupart de mes projets, que ce soit finalement des objets physiques ou numériques, même si souvent c'est le cas. Et l'idée, c'est toujours de faire sensibiliser, faire participer, comment on va chercher les gens, comment on les fait embarquer avec nous et comment on avance. Et effectivement, je suis aussi dans les cofondateurs, dans les gens qui ont déployé le Bureau des possibles, donc qui est, historiquement, une agence à Lyon. Et donc avec Angélique Robert, aujourd'hui, on déploie pas mal de choses sur le bureau des possibles, du côté de Nantes. Voilà, donc avec aussi, bah, des grandes lignes qui sont autour du, intelligence collective, design d'interaction et futur émergent, donc aussi aller se plonger dans, finalement la suite. Et bah, je citerai sans doute aussi, donc je le dis aussi ici, j'ai aussi beaucoup travaillé, je travaille toujours en collaboration avec Alexandre sur une marque qui s'appelle Alexandre Duhart, sur une marque qui s'appelle Feedback, où pareil, on a eu l'occasion de pas mal parler de ces sujets, d'ateliers ludiques aussi, et de créer des choses. Voilà pour la petite présentation. Sur le plan de la conférence, je vous donnerai une petite définition de ce que moi j'entends par atelier ludique, quelques idées de pourquoi on peut avoir envie d'en concevoir un, aujourd'hui. Alors je parle d'atelier ludique, ça englobe les fresques. On en reparlera dans la définition, mais ça peut, assez englober les fresques et comment on conçoit ça, comment on y va. Je vous donnerai, des bonnes pratiques, des choses qu'on voit, des erreurs à éviter. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Le chat a un peu de décalage, mais avec grand plaisir pour vous répondre,
avancé. Et voilà. Peut-être, je vais démarrer, par vous donner une petite définition de ce que moi j'entends par atelier ludique. Déjà, c'est une définition qui est assez, que je porte et qu'on est plusieurs à pousser depuis, quelques années, mais je dirais, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Moi, l'idée, c'était surtout quand je dis ça, c'est de se distinguer aussi du mot «jeu». Souvent effectivement, je trouve qu'on a, un peu un entre-deux entre des choses qui sont vraiment du jeu, qui sont peut-être de la gamification aussi, les serious games entre autres, où, par exemple, quand quelqu'un va dire: «Je voudrais créer une escape game sur le climat», peut-être qu'on attend vraiment une forme assez, costaud en termes de jeu. Inversement, il y a pas mal de choses qui sont de l'ordre de la facilitation, de la pédagogie, qui vont pas forcément aller s'appeler jeu, tout en prenant, finalement aussi, des éléments, en jouant sur l'engagement. Moi, je trouve que l'atelier ludique, il est un peu au milieu de ces 2 mondes-là, c'est pas forcément un jeu, ça utilise des outils d'engagement, ça utilise des outils d'intelligence collective, ça vient, mettre pas mal de choses dessus. Et voilà et en fait, finalement, pour construire ces outils-là, je trouve qu'on vient puiser dans un peu ces 2 mondes, à la fois de la gamification, du game design, donc comment effectivement on s'inspire des jeux. Hem et de l'autre côté, effectivement, les outils de la facilitation, comment on construit, finalement une séquence en intelligence collective, de l'ingénierie pédagogique aussi, comment on choisit des messages, comment on les véhicule, comment on les rend digestes. Voilà un petit peu. Pour Nicolas, je pense que je pourrais partager les supports en version, à la fin du webinaire. Sans doute le plus simple, ça sera de me demander ça par LinkedIn. Et de toute façon, le webinaire, là, on est sur LinkedIn Live, donc il sera enregistré. Vous aurez, le replay aussi accessible. Voilà un petit peu. Donc effectivement, l'atelier ludique, il vient se situer entre ces 2 endroits-là. Dans les exemples que j'aime bien citer, la fresque du climat. La fresque du climat, c'est typiquement un des exemples aussi pour lesquels j'ai commencé à parler d'atelier ludique ou de choses comme ça. Parce qu'effectivement, la fresque du climat est un très bon exemple de si vous dites à des amis: «Venez, on va faire un jeu sur le climat» et que vous leur faites faire la fresque du climat, ils risquent d'être un peu déçus sur l'aspect ludique. Inversement, si vous dites à des collègues: «Venez, on va faire un atelier, une formation, un truc pour, apprendre des choses sur le climat et les rapports du GIEC», ils risquent d'être agréablement surpris par une forme plus, dynamique et engageante. Donc en fait, le fait aussi d'utiliser, finalement ce mot atelier ludique, je trouve ça a aussi un côté d'être plus raccord avec, les attentes que ça peut susciter et ce que sont, les ateliers. Hem, un autre a alors pour la fresque du climat peut-être, je le dis rapidement, même si j'estime que vous êtes sans doute beaucoup à savoir. C'est un atelier qui vient parler des causes-conséquences du changement climatique, tout en recomposant toute une fresque des causes-conséquences en équipe. Voilà et qui a eu un grand succès ces dernières années et qui permet de vulgariser finalement, ce qu'il y a dans les rapports du GIEC. Les 1000 pas, c'est un jeu sur l'égalité, homme-femme dans le monde professionnel, donc qui vient, effectivement utiliser des mécaniques et entre autres qui a été conçu par Bijou, et qui, du coup, vient parler de finalement la difficulté, que peut avoir, les difficultés que peuvent avoir une femme dans sa carrière professionnelle et donc avec un peu un principe de, 1000 bornes, d'obstacles, de choses qui s'aident, avec beaucoup de choses qui sont documentées, d'anecdotes. Mais du coup, pour moi, on est aussi sur un atelier qui vient pas mal faire, en tout cas moi quand je l'ai vécu, faire parler autour de la table, dire: «Ah tiens, tu as déjà rencontré cette situation, il s'est déjà passé ça». Donc pareil, pour moi, on a à la fois des dynamiques de jeu légères et en même temps beaucoup d'ateliers d'intelligence collective, de choses qui se passent. Et là, peut-être plus discutable parce que, je pense qu'il pousse le curseur plus loin et plus proche du jeu, le puzzle climat, qu'évoquait, Didier avant, qui effectivement, alors qui d'ailleurs a pris encore une forme plus graphique depuis, hem, qui vient, parler finalement de qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel sur le carbone, donc qui est beaucoup plus orienté action et qui d'ailleurs, au début, on vient en équipe recomposer un bilan carbone et après on a des quiz avec on vient parier sur quelle est l'action la plus, efficace en équipe. On essaye d'avoir les bonnes choses et cetera. Donc là, pareil, moi, je trouve qu'il y a plein d'éléments ludiques et en même temps, il y a plein d'éléments qui suscitent de la vraie discussion, autour de la table. Voilà des petits exemples. Une fois qu'on a dit ça, heu moi, je peux vous dire quelques grandes lignes que je vois sur les ateliers ludiques. Souvent, on part d'une base de connaissances. Quand c'est la fresque du climat, c'est les rapports du GIEC. Quand c'est, par exemple, l'égalité professionnelle, ça va être aussi pas mal de choses qui ont été, synthétisées à la fois de papiers de choses autour de la science et de choses autour, finalement de témoignages.
On va avoir des choses qui font consensus un maximum. Je trouve que c'est important aussi. Alors, parfois, il y a le GIEC, il y a des choses qui ont déjà créé du consensus et de la connaissance qui le fait. Parfois, c'est, le groupe qui va travailler sur l'atelier, qui va faire qui va aussi finalement, se clarifier, quels sont les messages, qu'est-ce qu'on veut transmettre, comment on le raconte. Souvent sous forme de carte, c'est pas systématique, mais souvent je trouve que le fait de mettre le savoir sous forme de carte et finalement de venir animer les séquences de l'atelier, c'est quelque chose qui revient beaucoup, entre autres effectivement parce que, vous l'aurez pas raté, on parle beaucoup de fresques aujourd'hui, hein, on en est, je crois qu'on en est au millier de fresques, je suis pas le plus expert dans le comptage des fresques parce qu'il faudra y passer du temps. Mais effectivement, je crois que là aujourd'hui, le nombre de fresques existantes est assez impressionnant. On a des formats qui sont aussi plutôt diffusables. Alors après, là, pareil, ça dépend des modalités exactes, mais l'idée, c'est qu'on puisse facilement prendre la boîte, le répliquer. Alors après, il y a plein de modèles économiques différents, mais dans cette idée de créer des ateliers, des fresques, des choses comme ça, c'est a priori des choses qu'on va réutiliser, déployer plein de fois. Un support d'atelier collectif, effectivement, a priori, la plupart de ces outils sont faits pour être utilisés en collectif. Des caractéristiques ludiques, donc ça peut être des cartes, des illustrations, des moments de jeu, et cetera. On va avoir des choses comme ça et aussi, je trouve une mise en forme graphique. Alors, ça peut être un peu aussi une façon de visualiser les connaissances, mais, il y a cette idée aussi que, l'atelier rend ça agréable, de voir finalement, de voir, de se clarifier la connaissance. Qu'est-ce que ça n'est pas? Je dirais, c'est pas un jeu, même si on peut en discuter, par exemple, dans certains cas, mais a priori, c'est pas une expérience de jeu qu'on va rejouer plein de fois, qu'on va jouer sans animateur. C'est pas un exposé non plus, et ça veut pas dire, hein, que le format descendant, par exemple, je pense à la Big Conf d'Avenir Climatique, qui est une conf un peu descendante, même si avec de l'interaction et tout, d'Avenir Climatique. Je trouve que c'est un format très efficace, qui a aussi ses forces, qui peut être déployé avec une personne qui, finalement, va le délivrer à une assemblée. C'est bien aussi, mais a priori, pour moi, quand on parle d'atelier ludique, on est plus sur quelque chose, effectivement, où les gens vont être plus acteurs, plus en discussion. Voilà un petit peu. C'est pas un dispositif autonome. Moi, j'ai pas vu, enfin très peu d'ateliers ludiques qui peuvent être animés tout seuls, sans personne, avec d'expérience de l'animation, ou sans que quelqu'un prenne cette casquette-là. Il y a quelques exceptions à la règle, mais de façon générale, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans des outils qui sont animés par un facilitateur, une facilitatrice, un animateur, une animatrice, qui parfois vont animer plusieurs tables en même temps, mais il y a quelqu'un qui est là pour guider. Et pour moi, c'est pas non plus un outil one shot qu'on va utiliser qu'une seule fois, puisque, effectivement, on va en parler aussi. Il y a des coûts de, vous allez passer du temps, vous allez passer de l'argent, vous allez passer du temps aussi à peut-être de la production et tout. Donc, il y a un vrai sujet que ça soit réutilisé plein de fois. Euh, une fois qu'on a dit ça, je vous fais, et puis je pourrais vous redonner aussi la référence de l'article, mais une définition un peu que moi j'avais mis dans un article qui est sur le blog de feedback sur un atelier ludique. C'est un moment collectif qui a des phases de jeu, des phases collaboratives et des phases aussi d'expérience et d'émergence, des choses qui se passent, quoi. On est à la fois sur, on a des moments où on apprend des choses et il y a des fois où on échange, où on produit, où on discute. Et souvent, un des points forts du format, c'est des moments de jeu peut-être d'ambition plus raisonnable. On va avoir des petits moments de jeu parce que faire une escape game, par exemple, on est dans une expérience intensive. Pour ceux et celles qui en ont fait, d'avoir 1 heure vraiment où on a des choses à jouer, il faut beaucoup d'énigmes pour que ça marche, par exemple. Donc là, sur des ateliers de public, finalement, on va mettre des petits moments de jeu, on va mettre des moments descendants, on va mettre des moments d'intelligence collective. On a une alternance d'activités. Introduction, jeu, débriefing, transmission, collaboratif, il se passe plein de choses, ça aide à avoir un niveau d'énergie, une attention. Et on va aussi avoir du temps pour parler sérieusement. Alors ça va dépendre des ateliers, mais effectivement, il y a du temps pour partager des ressentis, se connecter aux autres, qu'il se passe des choses et faire co-construire ensemble aux gens. Alors je check juste de temps en temps, hop, si j'ai des nouveaux commentaires, tout va bien. Voilà, n'hésitez pas aussi s'il y a des questions au fil de l'eau. Moi, je vois quelques différentes catégories. Alors, c'est une catégorisation très naissante et émergente qu'on a commencé à ébaucher avec, entre autres, Alexandre Duhart.
d'aller effectivement dire, il y a des en fait, c'est aussi se dire, il y a différents usages. Il y a des choses qui sont très, serious game, jeux détournés. Je pense à Terribilis, par exemple, où on joue, finalement, dans un espèce de Monopoly, mais où on joue chacun un pays avec ses enjeux énergétiques, financiers, et environnementaux, et où en même temps, on a à la fois une condition de défaite collective qui est, finalement d'exploser le bilan carbone et de tous perdre. Voilà, donc là, on va être sur des choses très jouées. On va avoir des choses qui sont plus support à discussion. Je trouve que les 1000 pas, par exemple, que je vous citais avant, c'est un très bon support aussi à on joue, on lance des discussions et puis après, bah, la discussion prend le pas sur le jeu, puis on rejoue. Il y a des choses qui sont très énigmes escape game. Nous, on avait fait avec Feedback des boîtes à risques, des genres d'escape game mobile pour le ministère de l'écologie. Bah là, on est très sur finalement une expérience avec plein d'énigmes, de choses qu'on fait comme ça. Il y a Galactica aussi qui faisait ça sur le climat. À Bordeaux, entre autres. On va avoir des choses qui ressemblent plus à des ateliers en co-créé ensemble. Alors là, peut-être certaines d'entre vous connaissent les Gamificart, mais on va être sur tous les outils d'idéation. Donc là, on est un peu sur quelque chose de différent, et je trouve qu'on peut aussi avoir des ateliers qui ont ces visées-là, des choses physiques et interactives. C'est la catégorie la plus floue. Donc pour l'instant, je vais pas trop m'étendre dessus, mais pour moi, on est sur parfois aussi des choses qu'on peut laisser à un endroit et faire jouer avec. La didactique visuelle cause-conséquence, bah là, le plus grand exemple, c'est la fresque du climat. C'est vraiment d'avoir des choses où on exploite le format carte pour montrer des débuts, fins, des organisations, de la connaissance, des choses qui se relient entre elles. Et des ateliers qui ont de l'alternance séquence pédagogique, séquence ludique. Moi, c'est aussi une façon que je trouve très bien. Par exemple, la fresque de la diversité que je vous recommande aussi en termes finalement d'expérience et de contenu. Bah, finalement, on va alterner aussi des expériences ludiques et des moments de débrief, des moments de discussion, voilà, du pédagogique, du ludique. Mission coopération aussi, bah, pareil, les deux sont conçus par Bellu Games, entre autres, alors pour la fresque de la diversité en partenariat euh, avec l'ESSEC, si je ne me trompe pas. Euh, et, euh, et donc, voilà, et dans les deux missions coopération, effectivement, c'est une demi-journée sur la coopération, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. Voilà un petit peu. Donc, on a plein de catégories. L'idée de vous montrer les catégories, c'est pas de vous noyer avec, c'est de se dire, en fait, il y a plein de façons différentes aussi de faire un atelier, de le concevoir. Une fois qu'on a dit ça, peut-être il faut qu'on se dise aussi pourquoi. Ça peut être intéressant de concevoir un atelier ludique, de passer du temps, de l'énergie là-dessus. Bah, faciliter la sensibilisation sur son sujet, d'avoir des outils qu'on peut reprendre, utiliser, de différencier son offre. Par exemple, bah, je prends l'exemple de Feedback, finalement d'avoir un jeu de cartes, les gamificars sur la gamification avec lequel on peut animer des ateliers, bah, c'est intéressant aussi pour finalement venir proposer quelque chose de différent, d'outillé dessus. On peut avoir des choses pour démultiplier son audience aussi quand on a ces ateliers-là multipliables, etc. Ça permet aussi finalement d'avoir une caisse de résonance, d'avoir des choses faciles à déployer, à répéter, crédibiliser sa démarche. En fait, aussi tout le travail qu'on va faire pour créer son propre outil, pour créer sa méthode, pour créer ça, c'est des choses aussi qui, je trouve, moi en tout cas, quand j'ai l'occasion d'accompagner des consultants, des gens qui ont une expertise là-dessus, c'est aussi une occasion de prendre du recul sur ce qu'on fait et finalement de voir qu'est-ce qui tient le fil, qu'est-ce qui est l'essentiel de tout ça. Rendre le savoir plus accessible, quand on a un certain nombre d'ateliers vont avoir des cartes avec des choses finalement prédigérées, expliquées, posées dessus, en fait ça permet aussi, quand on a ça, finalement d'avoir un objet où on a finalement tout posé sur des cartes, on peut regarder, donc en plus de juste l'utilisation en atelier, ça permet finalement aussi finalement de rendre plus accessible le savoir. Pour moi qui fais beaucoup de co-design par exemple, en gamification, quand on l'a fait avec les gamificards qui ont plein d'exemples de gamification, c'est intéressant aussi parce que ça permet à des participants qui se sentent pas experts du sujet, de pouvoir facilement s'emparer de briques de connaissances sur le sujet, dire ah bah oui, moi je sais ce que c'est un chronomètre ou un mécanisme de parrainage ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est intéressant aussi. Collaborer avec ses publics, ça peut être aussi l'occasion, effectivement, de faire avec. Voilà, je vous parlais des gamificars. Et favoriser le passage à l'action. On va avoir aussi des ateliers ludiques. Je vous en reparlerai, je crois, sinon vous me ferez signe. Mais Pois Chiche Party, par exemple, qui est aussi dans la catégorie atelier ludique, va être aussi en soutien au passage à l'action avec une jauge de pois chiches, des défis, des petites cartes, etc. Et là, on va être plus accompagné sur le long terme. Et je trouve que finalement, la dimension collective, la définition, et tout ça peut venir aussi favoriser le passage à l'action, d'avoir ces moments clés. Après, tout ça, c'est
le passage à l'action, je trouve, c'est celui où j'ai un petit warning dessus à faire attention, c'est qu'il faut bien l'ancrer dans une démarche globale et des outils qui vont avec. Parce que et d'ailleurs, je trouve que même si on reprend des exemples très sensibilisation, pour moi, vos actions de sensibilisation, elles doivent être ancrées aussi idéalement, dans une démarche plus globale pour avoir, finalement beaucoup de sens et de cohérence. Une fois qu'on a dit pourquoi, c'est bien de parler de comment on peut concevoir un atelier ludique. Donc là, on va y aller. Peut-être rapidement, ça prend beaucoup de temps de faire ça, mais pour vous dire, le point essentiel avec qui je me bats sur plein de missions, c'est de bien savoir les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut faire? Quel est l'outil? Je vous parlais par exemple de est-ce qu'on veut faire de la sensibilisation ou un dispositif continu? Bah, c'est parfois une des premières questions, c'est est-ce qu'on veut, sensibiliser un coup? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui s'anime lors de la pause café? Quels sont les messages pour les ateliers de sensibilisation? Ça paraît évident et en même temps, on sait à quel point c'est pas si évident de choisir c'est quoi, les 3 messages clés que je veux passer dans mon atelier? C'est quoi les messages qui sont consensuels dans l'équipe projet sur ce qu'on veut raconter? Donc ça aussi, ça prend du temps pour ceux et celles qui travaillent sur des sujets d'expertise, d'ingénierie pédagogique. Je pense que vous savez à quel point c'est difficile. Et le public cible, on va pas concevoir l'atelier de la même façon. Si par exemple, on veut s'adresser aux habitants d'un quartier en pied de HLM, donc dans la rue avec, potentiellement, bah, pas la capacité à les mobiliser 3 heures et cetera, que si, demain je sais que, ben, finalement je fais un atelier pour, des collaborateurs dans un temps précis de formation où j'ai à peu près, 2 heures, 2 heures et demie. Tout ça, c'est hyper important. Alors nous, c'est des choses, qu'on a l'habitude de faire aussi, mais c'est vraiment bien de passer du temps, d'expliciter, d'être sûr de ce qu'on fait parce qu'effectivement, si on a un mauvais cap, ben, on peut, voilà, c'est je sais plus, mais il y a un vrai sujet de pas avoir, la bonne solution au mauvais problème. Heu Comment on développe une fois qu'on a dit tout ça? Alors pour ceux et celles qui sont habitués au process de design, qui ont vu des choses, du design thinking, d'autres choses, qui ont l'habitude de faire, finalement de la conception, heu, où que ce soit, ça va vous parler. Nous, l'idée, c'est qu'au début, on va avoir alors après, je répète, tout ça, ça vient après avoir fixé nos objectifs, nos publics, quels sont nos messages clés. Ensuite, on va venir finalement explorer plein de choses. On va venir s'inspirer, on va avoir un premier moment où on referme et puis après on va développer quelque chose et aller jusqu'à un prototype. L'idée, ça va être, assez rapidement d'être sur une démarche où on fabrique notre premier format d'atelier, on l'anime, on teste, on voit ce qui a marché, ce qui a été retenu, ce qui marche pas, on avance. On est vraiment sur une démarche comme ça. Je vous détaille un peu plus ça. S'inspirer, ben, souvent, c'est d'aller prendre plein alors là-dessus, il y a des ateliers ludiques, il y a des serious games, mais c'est aller prendre plein de choses qu'on n'aime pas et d'ailleurs, ça peut être aussi un format conf, je pourrais prendre sur le climat, bah, tiens, qu'est-ce que qu'est-ce que je prends une conf de Jean Covici, par exemple, et je me dis: «Bah, tiens, qu'est-ce que j'aime bien et qui parlerait à mon public?» Bah, tiens, d'avoir des métaphores vie courante, d'avoir ça et de se dire aussi: «Qu'est-ce que j'aime pas?» Peut-être, la durée, peut-être le côté descendant. Pareil pour n'importe quel outil que j'ai dans la pile ou des choses comme ça. Nous, on utilise souvent des grands benchmarks aussi. L'idée, c'est d'aller se dire: «Tiens, dans tout ce qui existe, qu'est-ce qui pourrait bien coller en termes de pas tel jeu, c'est bien pour mon sujet, mais j'aime bien la forme des cartes, j'aime bien, le côté progression, j'aime bien le visuel». Voilà, d'aller chercher, tout ce qui peut nous inspirer dans d'autres choses. Et bah, là aussi, une bonne façon de le faire sur les ateliers ludiques, c'est d'aller s'inscrire à des fresques, des fresques ou autres ateliers. C'est l'occasion aussi de rencontrer des gens, d'apprendre plein de choses. Donc voilà, ça peut être des bonnes façons de faire. Ensuite, vous pouvez brainstormer. Alors brainstormer, ça peut être avec des post-it, vous dire déjà qu'est-ce que vous avez comme idée, tout ce que vous avez sur la table. Ça peut être d'utiliser des outils. Là, j'ai pris les Gamificart, par exemple, qui est un outil, côté feedback, mais il y en a plein d'autres où vous pouvez dire, bah, il y a les Mécanicarts, par exemple, qui sont accessibles, directement, que vous pouvez détourner aussi en disant: «Bah, tiens, il y a toute une catégorie de cartes dans les Mécanicarts qui sont les cartes compétences». Vous pouvez vous dire: «Bah, tiens, quelles compétences de mes participants, j'ai envie de mettre à l'épreuve, j'ai envie de mobiliser pendant l'atelier. Ça peut être une bonne façon de faire. Là, l'idée vraiment, je vous rappelle notre petit schéma, on va être vraiment dans il faut qu'on ait plein, plein, plein d'idées sur ce qu'on peut mettre dedans. Hem, Vous verrez un petit peu après, on va aussi, sans doute avoir, des débuts de tiens, il y aurait plutôt, 3 étapes dans l'atelier, des choses comme ça. Donc vous allez aussi commencer à dire, potentiellement faire plein de petits modules dans votre fresque. Hem
Je vous laisse aussi poser quelques questions si jamais vous m'arrêtez, sinon je vais continuer, je bois juste une gorgée. OK. Effectivement, une fois qu'on a, commencé à avoir plein d'idées, qu'on a commencé à les sélectionner, souvent on se dit aussi: «Tiens, qu'est-ce qui est le plus faisable, facile?» On n'est pas obligé de tout faire d'un coup non plus. On peut, dire: «Je prototype le début de mon atelier», par exemple avec avec Florence Gau, qui est journaliste à Lyon, qui a fait finalement une fresque autour des médias et de comment on sensibilise à c'est quoi un média, à quoi ça sert, et cetera. Un des premiers modules, ça a été de faire un petit outil sur, notre niveau de fatigue informationnelle, et donc elle a pu tester déjà ça dans des formations, des choses qu'elle faisait, et puis au fur et à mesure construire les briques de son atelier. Comment on développe ça ensuite? En fait, ensuite, on va faire notre prototype, on va le tester, on va voir ce qui marche pas, et au fur et à mesure, on va, à chaque fois venir corriger des choses, reprototyper, retester, et aller jusqu'à une version finale. L'idée, c'est que, faut surtout pas essayer d'avoir, toutes vos d'ailleurs, hein, j'en profite, on parle un peu des erreurs après, mais une erreur classique que je vois, c'est d'avoir rédigé toutes ces cartes, d'avoir, fait ces graphismes, et cetera, et puis souvent après, c'est le moment où on vient m'appeler pour me dire qu'il y a un petit problème sur la mécanique. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et en fait, c'est un peu dommage parce que du coup, vous avez prototypé tout, vous avez passé énormément de temps à faire tout ça, alors qu'en fait, on va peut-être se rendre compte qu'il faut moins de cartes, ou qu'il faut changer la façon de faire les catégories, ou qu'en fait, il faut des cartes et une grande nappe qu'on met sur la table. Enfin voilà, en fait, c'est aussi l'idée de finalement, tester bout à bout sans, tout de suite tout écrire, tout mettre en graphisme, et cetera. Voilà le macro déroulé dont je vous parlais tout à l'heure, mais pour vous montrer des exemples de choses prototypales. Déjà de faire des choses, papier, crayon, post-it, vous pouvez tester. Là, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est un prototype qui est resté dans la version finale, mais c'est un arbre qu'on a fait sur la fresque des compétences, qui est un atelier développé par, Maria School, sur, justement quelles sont les compétences dans une équipe, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut développer pour le futur. En fait, à un moment, il a fallu prototyper un poster avec un arbre. Bon, c'est une version déjà un peu plus propre, mais au début, on l'a dessiné. Après, moi, je l'ai redessiné, comme ça, et on pourrait dire, tiens, dans une version finale aussi, on changerait le graphisme. Là, par exemple, une des choses qui s'est passée, c'est que finalement, en testant, on s'est rendu compte que le fait que l'arbre soit dessiné, euh, je vous laisserai juger de mes talents graphiques, ou pas. Mais en fait, on s'est rendu compte surtout que ça soit dessiné à la main et pas parfait. En fait, ça a aidé les participants à se l'approprier, à tester, à redessiner dessus. Et donc, en fait, parfois, ça vaut le coup aussi d'y aller par étapes pour avoir le temps de prendre vos résultats des tests avant de finalement d'investir, votre argent en graphique, en mise en forme, en tout ce qui peut se passer. Et là, pareil, c'est un outil qu'on a utilisé pour des ateliers, pour, finalement créer donc c'est un projet qui s'appelle Fort Industrie. On a fait pas mal de co-design avec les parties prenantes en amont pour créer, des mondes qui représentent l'industrie de chaque région, en France. Et donc à chaque fois, pour créer un nouveau monde en 3D, en numérique, il fallait aller prendre finalement c'est quoi les choses caractéristiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est quoi les et donc on a fait un petit jeu de cartes pour faciliter l'idéation. La première version, elle a été, prototypée, avec des éléments graphiques simples, du carton, des choses comme ça. Je vous montrerai après, d'ailleurs, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment aussi d'avoir ça. Pour un autre prototype, alors là, c'est plus jeu de société, c'est sur Phonétique, un jeu sur les téléphones. Qu'est-ce que c'est d'être une entreprise qui produit des téléphones portables de manière, responsable? Là, vous avez même un plateau de jeu avec une carte du monde très bien dessinée. Mais en fait, ça suffit parce que effectivement, ça va vous permettre de tester vos hypothèses, d'aller vite et de pas être trop frustré. Là, pareil, on a testé une fresque de la gamification, donc c'est Emma Ruck qui a travaillé dessus et qui je travaille régulièrement aussi. Là, typiquement pareil, alors là, pour le coup, on a des niveaux de prototypes différents. Ça dépend aussi, de à quel point vous avez besoin, pour votre test de tester certains éléments graphiques, et puis ça dépend aussi de vos moyens, vos délais, vos budgets. Mais, effectivement, là, l'idée, c'est vraiment après de tester, d'observer, de regarder ce qui se passe, de noter. Idéalement de multiplier aussi les tests. Alors je sais que c'est pas toujours simple à organiser, à trouver les testeurs. On peut, aussi, au début, trouver des testeurs et des testeuses faciles autour de nous à trouver. Je vous renvoie aussi à une vidéo sur YouTube de GD, en majuscule question, de Aurélien Lefrançois, sur comment on teste un jeu. Il y a pas mal de conseils qui sont réplicables à nos ateliers ludiques. Voilà, et donc on va tester, observer et puis faire des itérations. Je trouve qu'un des points intéressants, c'est de jalonner, finalement aussi sa démarche, de se dire, en fait, je vais me donner 2 thèses, je vais me donner 2 mois. Ça, c'est aussi important. Alors nous, c'est quelque chose aussi où,
on est souvent amené à aider, c'est de pas se perdre dans la démarche parce qu'à la fois, je vous dis, il faut tester, il faut itérer, mais il faut pas non plus finalement tomber dans une boucle infinie de tests et d'itération si vous avez des enjeux là-dessus. Oui, pour le nom de la personne qui a fait la fresque sur les médias, c'est Florence Gault, G-A-U-L-T. Je pourrais vous redonner ça après aussi. Jalonner la démarche et les itérations. On va avoir par exemple là finalement l'outil que je vous montrais qu'on a utilisé en co-design, on a d'abord fait la version papier simple et puis après il y a une version qui a été remise en forme graphiquement par les équipes du client et imprimée chez un bon imprimeur sous forme de carte. C'est sympa et c'est bien effectivement d'avoir ces plusieurs étapes, d'avoir aussi testé est-ce que le texte, est-ce que ça aide bien, est-ce que ça marche comme il faut. Voilà, l'idée c'est aussi effectivement de se donner des points d'étape. J'aime bien cette petite métaphore là de la montagne, ça parlera peut-être à certains et certaines, mais c'est de se dire qu'en fait on se donne un peu des camps, même si on ne sait pas exactement où on va, quel va être le chemin, et c'est important de se dire on a un peu de liberté sur se dire on va tester, voir, ajuster, se dire aussi tiens là on va se donner un point d'étape où peut-être on fixe les messages clés, là on fixe la façon dont sont faites les catégories, et peut-être là on fixe tous les graphismes écarts. Mais en tout cas, se donner finalement un peu un entonnoir de choses qui avancent. Dernière étape et non des moindres, alors je vous ai mis beaucoup de choses, le but c'est pas de... Mais c'est se dire, en fait, une fois qu'on a fait ça, et ça reboucle beaucoup avec le début, avec vos objectifs, les bons outils, tout ça, c'est qu'il faut communiquer, vendre, déployer son atelier ludique, et c'est pas une chose simple. Parce qu'effectivement, il va falloir trouver des partenaires, il va falloir adapter peut-être des interventions, il va falloir aussi animer le réseau d'animatrices, d'animateurs, mettre à jour l'outil. Peut-être qu'il y a des cartes sur Pouachiche Party, par exemple, dont je suis animateur, comme il y a des médailles avec des personnalités, parfois une personnalité change de perception dans le public, donc on va ajuster des choses, organiser des sessions, peut-être aussi finalement faire des sessions de démo, de tests, communiquer, aller protéger le format. Et finalement, aussi... Ah, on a perdu quelque chose. Dites-moi si vous m'entendez encore. Alors, est-ce que... Oui, ça a l'air bon. Ok, je pense qu'il y a eu un petit bug ou quelque chose, mais a priori, si c'est bon, je continue. Ok, alors... Donc, effectivement, une fois qu'on en est là, vendre et communiquer autour de son atelier, effectivement, il y a plein de choses à faire. Donc, effectivement, si jamais ça arrive, on nous recliquer, il faut recliquer sur le lien si jamais. Ok, alors, hop, je reviens là. Donc effectivement, une fois qu'on a fait tout ça, il y a tout le travail de déploiement, d'organiser des sessions tests, de protéger le format qui démarre, donc avec plein de choses à faire aussi. Voilà, mettre à jour l'outil, tout ça. Donc ça, c'est effectivement un gros travail aussi. N'hésitez pas s'il y a des questions déjà là. Sinon, effectivement, les erreurs. Moi, je vais passer sur les erreurs courantes à éviter. Alors peut-être que certaines, qui, entre autres, si jamais qui étaient à l'Udinor l'année dernière, reconnaîtront certaines slides. Une erreur classique, c'est le manque de stratégie. C'est effectivement, je pars par exemple sur la production d'un jeu de cette famille avec plein d'illustrations, et je me dis, je vais juste le distribuer à tous mes clients et ils auront un truc autonome, etc. Si l'objectif est de faire du marketing, peut-être, mais est-ce qu'on est sûr qu'ils vont le sortir? Je ne sais pas. Ou inversement, je vais faire un gros dispositif avec beaucoup de matériel, mais en fait, je veux le distribuer, le déployer très massivement, peut-être que c'est pas la bonne chose. Donc là, on en revient à nos questions de pré-design. Manque de clarté sur les enjeux pédagogiques, ça aussi, gros sujet. En fait, on a souvent des projets où, et c'est pour ça que de plus en plus, on met presque un atelier entier pour clarifier ça. On n'est pas complètement clair sur qu'est-ce qu'on veut raconter, comment, et du coup, on passe beaucoup de temps en cours de route, une fois que l'outil arrive, à réajuster le contenu des cartes, ce qui se passe, etc. Donc ça aussi,
plus vous pouvez en parler en amont. Et ça, souvent, c'est votre expertise dans votre structure, etc. Mieux c'est. Après, c'est des choses qui peuvent aussi se faciliter par quelqu'un d'extérieur. Donc ça dépend un peu. Mais quand vous êtes dans des structures qui ont déjà finalement de l'ingénierie pédagogique, de la clarté, etc., vous pouvez déjà pré-mâcher aussi beaucoup tout ça. Copier des mécaniques parce qu'on a bien aimé la fresque 2, bah ça, c'est aussi quelque chose que je vois. Alors, je pense qu'on en sort un petit peu, mais effectivement, on a vu beaucoup en démarrage de moments où finalement des gens ont voulu faire des fresques cause-conséquence alors que le sujet s'y prêtait pas. C'est pas forcément c'est pas forcément gravissime, mais c'est dommage. Je trouve qu'effectivement, plus on peut avoir des mécaniques qui collent avec les sujets, avec ce qu'on raconte, quitte à y passer du temps, de l'énergie, ben mieux c'est et mieux ça aide les apprenants à comprendre. Négliger les aspects matériels et pratiques, là aussi, bah, pareil, quand on voit ça trop tard, nous, on aime bien en parler assez tôt. Alors ça veut pas dire qu'on bride le design sur tout, sur cet aspect-là. C'est que, en fait, bah, finalement, d'avoir pensé à un certain nombre de détails pratiques, je vais devoir le transporter, je vais devoir le multiplier. J'ai un budget qui est de temps ou de temps sur la production après. Bah, ça va éviter de faire des choix de design qui finalement sont inapplicables en pratique. Là, bah, entre autres, je travaille souvent avec Emma Ruck en design et graphisme sur des choses. Bah, nous, on commence à avoir une bonne vision de qu'est-ce qui va être dans quel ordre de grandeur, vont être des bons choix là-dessus. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut envisager en tout début de projet, un peu dans les contraintes qu'on se met. Euh, voilà. Pour vous donner quelques ressources, alors je vous en ai mis quelques-unes, je remettrai la présentation aussi, mais moi j'aime bien Gamestorming, il y a pas mal. En fait, là, ça peut vous donner des briques de choses qui peuvent vous inspirer pour vos ateliers. Alors, c'est que en anglais, mais Workshop Blueprint est pas mal parce que finalement, il vient expliquer comment créer des ateliers de 2 heures pour passer des connaissances sur un sujet. Donc, je trouve que ça rejoint pas mal nos sujets, même si c'est pas orienté ludique. La boîte à outils des fresques de Dominique Béard bah, finalement, qui vient référencer plein de fresques, qu'est-ce qu'elles font, et donner aussi des conseils sur comment on y va. Je trouve que ça peut être un outil intéressant si vous voulez aller explorer ce que c'est, avoir des infos dessus, etc. Euh, voilà. Et effectivement, sur la chaîne YouTube de Feedback, j'ai mis celui-là en particulier, mais il y en a d'autres qui peuvent vous inspirer. J'avais fait pas mal d'interviews sous un format qui s'appelle Design ludique impact réel, de gens qui ont créé des outils ludiques. Et donc, ça peut être chouette comme format à aller réexplorer. Là, par exemple, il y a Ophélie Poyon qui a créé Pois Chiche Party, qui nous expliquait comment elle est venue à créer son atelier y aller. Voilà un petit peu. Se faire accompagner, c'est une option aussi. Alors, si ça vous intéresse, on peut en discuter plus longuement à l'occasion, mais pour vous donner un peu une idée, c'est pas forcément créer tout de bout en bout. La façon d'accompagner, ça va de tiens, j'ai besoin d'un avis ou j'ai besoin de retravailler un peu un outil que j'ai déjà fait, mais par contre, j'ai été capable finalement, bah, soit tout seul, soit en prenant les conseils et des choses, bah, déjà de faire finalement de créer quelque chose. Et j'ai envie qu'on fasse une V2, qu'on avance dessus. Donc ça, c'est une chose qui est possible. Quelque chose qu'on fait souvent aussi, c'est plus de faire 1 ou 2 ateliers, souvent pré-design et premier prototypage, pour finalement vous aider à clarifier ce que vous voulez, voir du benchmark, regarder. Donc là, souvent d'accompagner des petites équipes à réfléchir, à avoir leur stratégie, à avoir leur mécanique ludique, et après, c'est elles qui vont se charger plus de la mise en forme, de l'ingénierie pédagogique, de tout ce qu'on met dessus, souvent avec quelques heures de mentoring après pour finalement aider, venir débloquer. Une marche en plus, et moi j'aime bien cette marche-là parce que je sais à quel point c'est pas forcément simple non plus, c'est de travailler en plus de ce qu'on a déjà dit, avec de l'aide, souvent de quelqu'un qui est designer graphiste, pour aller jusqu'au proto. Parce qu'en fait, d'aller vous aider à finalement avoir rapidement un prototype dont vous êtes fier, que vous pouvez utiliser en test. On va pouvoir aussi vous accompagner sur qu'est-ce que vous observez dans les tests, comment ça se passe, etc. Ben, je trouve que c'est important parce que souvent, entre le moment où on a fait l'idéation, on a les idées, on a le truc, et puis la vraie vie continue parce que ce qu'on n'a pas dit, hein, c'est créer des outils, souvent créer un outil, bah, finalement, c'est du temps que vous prenez en propre pour développer des outils, des choses qui vont vous servir sur le moyen long terme. Et donc, c'est du temps qu'on n'a pas dans l'opérationnel. Donc, parfois, quand l'opérationnel reprend le pas, on n'a pas le temps de créer son proto, d'avancer, donc d'avoir un coup de main finalement sur toute la mise en forme de ça pour aller rapidement au test. C'est chouette. Et après, ça, c'est d'autres cas encore, d'aller à la création
complète de l'outil. C'est des choses que j'ai pu faire aussi régulièrement et donc là, on est encore sur un autre format d'accompagnement, sachant que même là, souvent, moi j'aime bien faire du co-design parce que on va avoir quand même des moments où bah, les enjeux stratégiques, ce que vous voulez raconter, votre expertise, ben, c'est nécessaire aussi pour que votre outil ait vraiment votre patte dessus. Donc voilà un petit peu. Moi, je pense en tout cas pour aller vers une conclusion de tout ça, c'est que le fait d'avoir on a vraiment besoin d'avoir des outils d'intelligence collective, de sensibilisation, de participation qui soient à la hauteur de nos enjeux sociaux, environnementaux et démocratiques. Je pense que finalement, de multiplier bah, des formats qui permettent de prendre la parole, d'animer, de déployer autour de vos sujets qui sont importants pour nos sociétés, pour vos organisations en interne. Je l'ai pas dit, mais effectivement, un usage aussi, ça peut être pour déployer du changement en interne, parfois pour expliciter, créer un outil interne quand il y a dans des groupes, ça peut être intéressant. C'est des choses aussi qui le sont. Mais voilà, je pense que vraiment avoir plus d'outils pour finalement dynamiser nos formats de prise de parole, de faire vivre des choses, de faire discuter, bah, c'est important. Et donc voilà un petit peu. Déjà, merci pour votre écoute, vos questions et puis vos petits ajustements. Peut-être s'il y a des questions, des projets d'atelier ludique, je vais rester un petit peu pour prendre ça. Euh, j'ai beaucoup parlé, mais vous pouvez les prendre en commentaire. Et, euh, et voilà, donc je vais attendre un petit peu, puisqu'on a un petit peu de décalage. En attendant, ce que je peux vous dire aussi, bah, pour retrouver pas mal de choses que je publie sur ces sujets-là, je pense que vous êtes déjà au bon endroit sur LinkedIn. Il y a des choses sur le site de Feedback, il y a des choses sur la chaîne YouTube de Feedback aussi. Voilà. À Nantes aussi, avec plaisir à l'occasion pour voir des choses. Regarder, je passe aussi régulièrement en région parisienne. Et puis après, s'il y a des projets ou des choses plus précises ou des envies de discuter, n'hésitez pas aussi à faire signe. On regarde, ça s'organise facilement, soit quand je suis de passage par chez vous, soit en visio. Les outils de visio marchent bien aussi. Voilà un petit peu. Je vais vérifier où on en est sur la technique. Hop. Et sinon, de toute façon, je serais assez preneur effectivement, de vos retours sur ce que vous avez pensé de ce format ou si vous avez d'autres formats, vous savez que j'en parle régulièrement et vous aimeriez qu'on organise des lives comme ça parce que bah, c'est un peu un test depuis quelques semaines de se dire allons-y, faisons des formats comme ça. Voilà un petit peu. J'ai l'impression qu'on est pas mal, donc ce que je vais faire plutôt, je pense qu'il y en a aussi peut-être comme moi qui commencent à avoir faim. Donc bah, je vais vous laisser, je vais vous laisser à moins qu'il y ait une question. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis bah, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas peut-être à me taguer comme ça je vois bien. Et puis j'y répondrai soit directement dans le commentaire, soit par un post, soit on en discute. Mais merci de votre attention et puis bah, bonne journée à vous. Et puis j'espère avoir été le plus clair possible pour tout ça. Merci, bonne journée.